Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h49, bienvenue, c'est Sud Radio jusqu'à 10h ce matin. Les grands débats avec nos éditorialistes du jour, Thierry Guerrier, Christine Bouillot, Frédéric Daduy, qui est directeur général de l'IFOP. Et on va revenir, on vous l'a dit, sur trois thématiques. Le pass sanitaire, qui est obligatoire aujourd'hui pour les salariés en lien avec le public. La rentrée politique, après les différentes universités d'été. Et puis les préoccupations des Français, suite à l'enquête IFOP. Oui, la rentrée politique, donc avec évidemment ces universités d'été qui ont lieu, ces rassemblements, que ce soit à droite, à gauche. On avait Jean-François Copé qui était notre invité ce matin pour parler de cette primaire, parce que finalement le gros suspense il est peut-être là, quoi, chez les Républicains, même si même à gauche aussi il y a du suspense chez le PS. On ne sait pas s'il va le faire ou pas, alors qu'il a plusieurs candidats aujourd'hui, et alors que le parti fait tout en sa direction, en tout cas, pour mettre Anne Hidalgo en orbite. Oui, et puis chez les Verts évidemment, où ce n'est là il y a une véritable primaire, on va en reparler. Elle est organisée, il faut le reconnaître. Oui, dans un instant. Alors sur la droite et les Républicains, ça commence aujourd'hui avec un sondage qui va être mené par l'IFOP. Oui, tout à fait. Une enquête de l'IFOP qui n'est pas, contrairement à ce qui a été dit, l'enquête qui va désigner le candidat. Il n'y a pas de question d'intention de vote, il n'y a pas de question de potentiel électoral, mais il y a des questions de notoriété, de popularité et des questions plus qualitatives, de traits d'image comparés entre les principaux prétendants, qui est le plus à même de battre Emmanuel Macron, qui est le plus capable de rassembler la droite, qui est le plus capable d'avoir une stature présidentielle. Donc ça commence aujourd'hui. Ce ne sont pas que des sympathisants de droite qui pourront répondre, contrairement à ce qui a été dit, mais des personnes qui ont déjà voté au moins une fois pour un candidat ou une liste de droite depuis François Fillon en 2017, ou qui se positionnent à droite sur un axe gauche-droite. C'est une enquête avec un très robuste échantillon. Ça n'arrive pas souvent d'interroger 15 000 personnes. Ça vous laisse dubitatif, Thierry Guerrier et Christine Bouillot. C'est une commande de LR. Oui, parce que Frédéric Dabi vient de le reconnaître, c'est une commande de LR. Et qu'est-ce que c'est en fait? C'est l'outil pour permettre à Christian Jacob, le patron de LR, qui pendant des mois a hésité entre primaire et pas primaire, qui finalement aujourd'hui n'en veut plus, c'est son outil pour pouvoir dire, voilà, là on a quelque chose de saillant qui nous permet de dire que c'est plutôt Madame Machin ou Monsieur Truc. Bon, en réalité, ils sont perdus pour l'instant chez LR. Ils aimeraient bien éviter, parce que vous avez entendu Copé tout à l'heure à l'antenne, ils aimeraient bien éviter cette primaire, dont beaucoup pensent qu'elle peut être ravageuse, dans un contexte où en plus peut-être Éric Zemmour va venir leur prendre des voix. Et pourtant, en même temps, comme le disait Valérie Pécresse, qui est quand même un con, mais elle n'est plus dans le parti, et c'est elle qui les pousse à l'organiser, il faudra bien qu'à la fin, il n'y en ait plus qu'un. Et pour ça, il faudra peut-être une primaire. Vous voyez, donc ce sondage est formidable. Christine Bouillot et ensuite... Oui, Frédéric Dabi. Est-ce que je peux rajouter un candidat que vous avez un peu oublié? Je reprends ma casquette de provinciale. Oui. C'est beaucoup d'élus locaux sont en ce moment en train de se ranger derrière Édouard Philippe aussi, puisque Édouard Philippe, il n'est pas encore nouveau candidat pour LR. Hein. Il n'est pas nouveau candidat pour LR, mais disons qu'il se passe aussi quelque chose de ce côté-là, et c'est assez intéressant. Ce qui s'est passé hier avec sa réunion d'amis, vous avez raison, Christine. Absolument, il y a beaucoup de grands élus locaux, notamment un certain Christian Estrosi, un Jean-Luc Moudinque, des anciens LR qui sont... Le maire de Reims, hier soir, c'était Robinet. Voilà, donc il y a aussi... on voit qu'il y a une multitude, que tout le monde s'échauffe, et voilà, c'est effectivement le sondage, c'est peut-être aussi une façon, Frédéric, je ne sais pas si vous me rejoindrez, mais c'est vrai que c'est une façon aussi de classer, peut-être de mettre un classement avant la primaire pour pouvoir y voir un peu plus clair sur les candidatures potentielles, celles qui ont vraiment du poids. Oui, alors il vous a pas effectivement entendu. C'est vrai que Christine Bouillot disait qu'il y en a d'autres aussi, et qu'il y a Édouard Philippe potentiellement aussi peut-être c'est en embuscade. Je pense qu'il faut être extrêmement sérieux. Édouard Philippe c'est une personnalité qui a une popularité extrêmement forte, qui a quitté Matignon sur un véritable état de grâce, mais le cœur de son image, c'est quand même le sentiment qu'il a été loyal, qu'il a fait un ticket, qu'il a été un couple, un duo avec Emmanuel Macron. S'il allait se porter candidat contre le président sortant, si bien sûr Emmanuel Macron se représente pour avril 2022, il perdrait une partie de sa cohérence. Il pourrait apparaître comme le champion de la droite, je veux bien, mais là ça serait vraiment une rupture d'opinion, et ça serait vu comme une trahison que je pense rédhibitoire. Pour l'instant d'ailleurs, on voit très bien ce qu'il a fait à Fontainebleau hier. J'y étais pour présenter une étude d'opinion. Il joue plutôt le coup d'après, la structuration d'un courant. Voilà, et puis c'est quelqu'un qui doit vous rappeler, je suis là.
Exactement. Et à gauche, alors. Ça s'entretient. Et à gauche. Donc, c'est le boulevard pour Anne Hidalgo, en tout cas pour la direction du PS voudrait ça. Maintenant, tout le parti n'est pas forcément derrière, même si même l'aile républicaine universaliste, Michael Delfos, le maire de Montpellier, Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, David Klein, le patron, le maire de Nancy, toute cette aile qui est accrochée, elle, aux racines jaurétiennes, je dirais, républicaines, universalistes, et qui n'a pas apprécié le pas de deux d'Anne Hidalgo au moment des régionales qui soutenaient Audrey Pulvar avec le débat sur les indigénistes. Toute cette aile, quand même, a choisi, se dit finalement, c'est raté cette fois-ci, donc poussons Anne Hidalgo, laissons-la y aller, elle fera un peu comme Ségolène Royal il y a quelques années, elle dépassera peut-être pas les 7, elle reprendra un petit peu quand même au-dessus de ce qu'a fait le candidat précédent, qui a quand même amené le parti à 6, on peut faire mieux. C'est leur espoir. Voilà. Donc pour l'instant, le parti essaie de se redonner une image, de se reconstruire et de sortir de l'étiage des 6% catastrophiques quand même pour un parti qui a gouverné la France. Ouais. Carole Delga sera aux côtés d'Anne Hidalgo, Christine Bouillot. Oui, ça ne fait aucun doute. Et mais elle ne va pas jouer sa carte personnelle. C'était un moment évoqué. Oui, alors c'était surtout évoqué par les instances parisiennes qui effectivement découvraient qu'il y avait effectivement une candidate potentielle à gauche parce que résultat au régional assez conséquent, hein, puisqu'elle a été la présidente de région la mieux élue, comme on dit. Mais simplement, Carole Delga n'a jamais caché qu'elle se rangerait, ou en tous les cas sa candidate c'était effectivement Anne Hidalgo, sur cette petite musique avec d'autres élus locaux comme Michael Delafosse, comme la maire de Nantes, de cette gauche du réel, c'est-à-dire nous on a des solutions et on n'est pas sectaire, on est capable de parler aussi bien des questions de sécurité, d'avoir un discours forme sur l'islam radical, sur la laïcité, mais aussi on s'est parlé aux chefs d'entreprise, etc. Voilà, c'est un peu le credo. Donc Anne Hidalgo a une stature plus nationale certainement que n'a Carole Delga aujourd'hui, et c'est pour cette raison sans doute qu'elle se range derrière aussi la candidature de la maire de Paris. Allez, bon, si il y a des questions bonus, on y reviendra tout à l'heure puisque nous sommes ensemble jusqu'à au-delà de 9h30, hein, bien sûr, pour ces grands débats. Dans un instant, on va revenir sur l'application du pass sanitaire. On verra avec Félix Mathieu, Factuel, qui est vraiment concerné, et puis l'ensemble des préoccupations des Français en cette rentrée avec Frédéric Dabi. Appelez-nous 0826 300 300, vous voulez réagir, il y a quelque chose qui vous énerve et au contraire que vous avez envie de souligner d'une manière ou d'une autre, vous nous appelez et nous en parlons. Et puis notre autre rendez-vous, c'est un nouveau rendez-vous chaque jour à 10h moins le quart, la France à vos côtés. Cécile, en 2 mots. Hein. Oui, on parlera des hôteliers, hein, les hôteliers qui vous ont accueillis cet été, est-ce qu'ils vont bien ou pas bien, et les hôteliers qui sont aujourd'hui, comme les Parisiens, qui sont pour la plupart fermés et qui malheureusement vont fermer définitivement pour certains. Et on en parlera avec 2 invités. Vous voulez en parler, oui. Et vous aussi, 0826 300 300, vous attend au standard. Il est 8h57. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Et il est 9h04, on vous souhaite la bienvenue, c'est la suite des grands débats du matin avec nos éditorialistes du jour. Et Christine Bouillot, Thierry Guerrier, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Et puis les sujets du jour, hein, le pass sanitaire qui devient obligatoire ce matin pour près de 2 millions de salariés, la rentrée politique aujourd'hui et les préoccupations des Français suite à une enquête de l'IFOP qui nous a été présentée par Frédéric Dabi. Et vos appels comme tous les matins, 0826 330. Qu'est-ce qui vous fait réagir, vous, dans l'actualité? On a envie de vous entendre et on vous donne évidemment la parole. Est-ce que c'est aussi la limitation, la limitation à 30 km/h de la circulation, évidemment de la vitesse dans certaines villes, c'est le cas à Paris. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300, ou alors évidemment il y a cette question du pass sanitaire, l'application avec beaucoup d'interrogations, ou alors les inquiétudes également sur bien sûr la rentrée scolaire cette semaine. On va voir ça en détail. Juste avant, nouveau rendez-vous chaque matin avec vous, Félix Mathieu. Bonjour Félix. Bonjour tout le monde. Factuel, sur l'un de nos sujets du jour. Et là, en l'occurrence, il s'agit du pass sanitaire qui devient obligatoire aujourd'hui pour près de 200 000 salariés. 2 millions de salariés. 2 millions de salariés, bien sûr. Sont concernés plusieurs métiers au contact du public. Oui, le pass devient obligatoire pour les salariés en contact avec le public dans les restaurants, les cinémas, les théâtres, les musées, les zoos, les parcs d'attractions ou encore, par exemple, pour les trains de grande ligne. Autrement dit, en fait,
là où il était déjà requis. Mais pour les clients sont concernés aussi les gros centres commerciaux, ceux qui font plus de 20 000 mètres carrés. Au total, donc, 1 800 000 professionnels concernés, y compris les salariés de moins de 18 ans au sein de l'entreprise. Passe obligatoire également pour les bénévoles dans certains événements comme les festivals, les salons ou les foires. En revanche, il n'est pas exigé pour les livreurs ou les professionnels des interventions d'urgence. Alors, il y aura une semaine de souplesse, a précisé le porte-parole du gouvernement, mais ensuite viendront les sanctions. Les employeurs sont tenus de le vérifier, le pass, faute de quoi l'entreprise s'expose à une fermeture administrative d'une semaine et puis ensuite à 9 000 € d'amende. Les salariés dépourvus de ce sésame pourront prendre des congés, télétravailler ou bien être affectés en attendant à un poste qui ne nécessite pas ce pass, c'est-à-dire un poste où on n'est pas en contact avec le public. Et puis en dernier recours, là le salarié pourra aussi être suspendu sans solde. Pas de licenciement. En revanche, un pass sanitaire obligatoire jusqu'au 15 novembre au moins, s'il n'est pas repoussé d'ici. Oui, parce que ça a été évoqué évidemment par Olivier Véran la semaine dernière, la possibilité de reculer. Sur cette application du pass sanitaire, Christine Bouillot, Thierry Guerrier et Frédéric Dabi. Et puis vous, au 0826 300 300, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est utile ou pas? En tout cas, les auditeurs, Cécile, nous disent que non, ce n'est pas justifié. Pour l'instant, ils disent que c'est pas justifié à plus de 91%. Ils sont même très en colère sur ce sujet. Oui, absolument. Donc on vous entendra tout à l'heure. Thierry Guerrier. Écoutez, sincèrement, je vais donner le sentiment d'aller dans le sens des auditeurs en vous disant que je suis le premier à trouver absolument ridicule qu'on soit obligé en terrasse pour boire un café quand on est avec une amie ou un ami qui n'a pas forcément ce pass sanitaire, de devoir le présenter. Pour autant, à qui la faute réellement? Jean-François Copé le disait très bien tout à l'heure sur l'antenne. Dans un pays où la santé est gratuite et relativement bien organisée encore de manière générale, et où on peut accéder, qu'on soit français ou étranger d'ailleurs, à toute la qualité de nos soins, qu'on soit obligé de convaincre pour que les gens aillent se faire vacciner, voilà ce qui a engendré ce processus presque absurde de ce pass sanitaire, qui a un côté ubuesque, presque kafkaïen. En effet, c'est ridicule, on est bien d'accord de devoir présenter. Donc en fait, mais on la n'a faute pas à été qui? très clair et on a manqué mais de... la faute à qui? La faute à qui alors? La faute à ceux qui refusent de se faire vacciner, clairement. Ça a engendré tout ce processus. Ça a donné à Emmanuel Macron les moyens politiques de se lancer dans cette affaire qui n'est pas très élégante. Oui, Frédéric Dabi. Thierry Guerrier a tout à fait raison d'associer pass sanitaire à vaccination. Oui. Dans une dernière enquête IFOP JDD, 3/4 des Français sont favorables à la vaccination, car pour eux, il y a une sorte d'équation. La vaccination, c'est le meilleur moyen d'empêcher des nouvelles restrictions, le spectre d'un nouveau confinement et le retour à une vie normale. Pour autant, ils sont une majorité moindre, 57%, à souhaiter le pass sanitaire. Pourquoi? Parce que le pass sanitaire, dans l'imaginaire de beaucoup de Français, une minorité, il faut le dire, je le dis en fait à l'antenne, je l'assume par rapport à votre consultation, bien sûr. Mais une minorité non négligeable, 43% dans une logique d'extrapolation, ça fait 20 millions de personnes et quelques, ont le sentiment que ce pass touche deux limites. L'égalité. On va créer deux catégories de citoyens, ceux qui peuvent boire leur café en terrasse et ceux qui ne peuvent pas. Oui, mais ça va au-delà. Ça va au-delà. La liberté, l'égalité, ce n'est pas rien. Dans un pays, Patrick, comme le nôtre, qui est passionné... Dans les centres commerciaux, dans les magasins, qui est passionné sur l'égalité. Et puis aussi, la liberté de choix. Même si, c'est vrai que beaucoup de personnes vaccinées, la majorité énorme, ne comprennent pas l'attitude des Français anti-vax, qui sont une minorité, mais une minorité extrêmement agissante. Oui, et Christine Bouillot. Alors sur le pass sanitaire dans les entreprises, moi je pense que la vraie difficulté, elle va être surtout pour les chefs d'entreprise qui vont devoir arbitrer une question qui relève de la santé, du privé des salariés et peu de retours que j'ai déjà eu sur ce sujet-là, je sais que ça va être un sujet de tension, un sujet de contrariété et d'angoisse, parce qu'il y a, comme il y a 10-15% de personnes qui ne souhaitent pas être vaccinées pour différentes raisons, vous allez retrouver cette proportion inévitablement dans les entreprises. Donc, je trouve que de renvoyer à l'entreprise, aux chefs d'entreprise, aux chefs de service, cette question-là, c'est vraiment renvoyer une patate chaude qui ne refroidira quasiment jamais, parce que ces personnes qui ne souhaitent pas être vaccinées, elles ont la possibilité, pour avoir un pass sanitaire, de se faire tester. Sauf que dans 1 mois et demi, les tests vont venir payants. Et la question de savoir si votre entreprise exige le pass sanitaire, donc avec un test PCR, c'est qui va le payer. Et c'est toujours pas tranché, cette question-là, au niveau des... Quotidien, il faudra aller quotidien. bosser. Oui, il faut contrôler quotidiennement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans une entreprise, comme c'est un peu lourd, d'avoir proposé cette situation-là. Donc,
La question, elle est comment on convainc encore et encore pour la vaccination, parce que sans doute que on va dire la logique, elle est aussi de sortir de cette situation de crise généralisée, mais c'est le fait d'instaurer une mesure qui n'en est pas vraiment. 2 millions de salariés, mais ceux qui sont dans les bureaux ne sont pas concernés, donc ça crée des situations qui vont être totalement ubuesques. C'est assez ubuesque. Il y a avec nous au 0826 300 300. Oui, il y a Nina qui est avec nous, qui nous appelle de Montreuil. Bonjour Nina. Bonjour Nina. Bonjour. Oui. Bonjour. Merci beaucoup de me laisser intervenir. Je suis très contente de vous écouter tous les jours et je vous remercie pour vos débats. Je trouve que par rapport à ce que vous disiez juste avant, la question qui se pose aujourd'hui, elle est presque plus philosophique que politique ou sanitaire. Bon, il est évident que les membres du gouvernement se sentent permis de parfois mentir à l'antenne ou sanctionner encore et toujours, ou d'avoir des discours émotionnels ou culpabilisants qui avilient quand même le débat. Oui. Ce qu'on observe néanmoins, c'est que la vaccination n'est pas obligatoire pour les professions dont le pouvoir en place a besoin pour maintenir l'ordre, donc les policiers et les routiers, c'est important aussi. Il y a de moins en moins de lits ouverts dans les hôpitaux et on ne connaît pas les effets à long terme du vaccin. Donc rien que ces 2 points, ça justifie juste le questionnement. L'être humain doit s'interroger et non pas seulement subir pour maintenir sa dignité. Alors la question que je me pose moi, c'est est-ce qu'on doit sanctionner à tout va pour écraser une minorité qui ne veut pas se faire vacciner? Est-ce qu'on ne peut pas, dans un pays démocratique, respecter ces minorités et unifier le peuple? Oui, c'est vrai, parce que... Très belle question. Oui, c'est une question philosophique. Non, mais c'est vrai, Nina. Écoutez, vous avez 3 minutes pour réfléchir. On va réviser. Et puis, on y répond ensemble dans un instant. Et Nina, ça va peut-être susciter justement des appels. 0826 300 300. On y revient dans un instant. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Oui, et Nina qui nous a fait philosopher avec évidemment sa petite remarque tout à l'heure. Vous pouvez donc réagir 0826 300 300. Parmi les préoccupations des Français dans votre enquête, Frédéric Dabi, on voit qu'il y a la santé quand même. Il n'y a pas le Covid en tant que tel, mais il y a la santé. Oui, la santé, Patrick, c'est pour la 3e fois consécutive que la santé arrive en tête des préoccupations des Français. Ouais. Ça n'était jamais arrivé. J'insiste sur le 3e fois, c'est-à-dire que c'était pour la première fois en septembre 2019. Ouais. En septembre 2019, je le dis pour aux auditeurs, et ils le savent, le Covid n'existait pas. Déjà, la santé était un enjeu important. Qu'est-ce qui se passait il y a 2 ans, et vous en parliez sur cette antenne de Sud Radio, il y avait la grève des urgences. Il y avait les Français qui étaient très inquiets sur la situation de l'hôpital. Vous vous rappelez un sondage IFOP Sud Radio qui montrait que ce qui mettait des Français en colère, c'était le travail qui ne paye pas et la situation de grandes institutions comme l'école et l'hôpital. Il y a aussi la question, et il y a beaucoup d'électeurs ruraux, d'auditeurs ruraux qui écoutent Sud Radio, la question de l'accès aux soins, la question de la prise de rendez-vous, la question du coût de la santé. Donc plus que jamais, le Covid a eu un effet amplificateur sur cette dimension. C'est quand même intéressant que la santé soit aussi forte. 83% des Français jugent que c'est un sujet tout à fait prioritaire. Bon, et d'ailleurs, j'ajoute entre parenthèses sur ce sujet que beaucoup de gens réfractaires à la vaccination, notamment dans une première période et encore en fait aujourd'hui, bien souvent ce sont des habitants en fait de zones où il y a moins de médecins à disposition et donc une information médicale moindre. Ça a été en fait démontré il y a quelques jours par une enquête. Christine Bouillot. Oui, alors c'est effectivement aussi une façon de renvoyer, c'est une image bien sûr dans mes propos, mais de renvoyer un tout petit peu le dossier de ces déserts médicaux qui pèsent sur la vie de ces Français, qu'on a vu aussi dans les revendications des Gilets jaunes, et qui, à juste titre, qui étaient relayés aussi en amont par les élus locaux, qui à l'époque disaient ne fermez pas nos maternités, ne fermez pas nos hôpitaux. Donc effectivement, à partir du moment où le corps médical s'éloigne des habitants, eh bien on peut imaginer qu'il y a une sorte c'est pas de la méfiance, mais du coup on se renseigne autrement, on est moins enclin. Je crois que le chiffre a été avancé. Bien sûr. Il y a 2 millions de Français qui ont été vaccinés par l'opération d'aller vers, c'est-à-dire que on met des camions, on va vacciner les gens
au pied des cités, dans les quartiers défavorisés, dans les coins les plus reculés, parce que l'accès aux soins, il y a des gens effectivement qui ne vont pas facilement dans les grands centres de vaccination, qui ne vont pas forcément chez le médecin dès qu'ils ont un besoin d'information, parce que c'est compliqué, parce que les médecins traitants aujourd'hui sont débordés. Donc tout ça fait que il y a une grande partie des Français, en tous les cas, qui ont moins accès à la santé, moins accès à toutes les informations, on va dire apaisées que l'on peut avoir dans un cabinet médical avec son propre médecin qui vous suit depuis longtemps et qui peut vous ramener à la raison. Oui, Thierry Guerrier, oui. Deux choses à ce propos. Les politiques, de Jean-François Mattei jusqu'à Marisol Touraine, ministre socialiste de la Santé de François Hollande, ont une responsabilité considérable. Par exemple, en ayant institué depuis des décennies ce fameux numerus clausus pour l'entrée en première année, en deuxième année de médecine. Ils ont une responsabilité considérable qui a engendré tous les médecins aujourd'hui, même quand ils ne sont pas libéraux. Et quand on leur disait, on disait non, mais sinon on va engendrer des dépenses supplémentaires de la santé. Le résultat, c'est la situation de notre carte sanitaire. Et ça démontre que parfois, il faut quand même écouter en fait les opinions et ce qui est dit, quoi. Et des questions qui sont de bon sens, quoi. Oui, mais alors, la contradiction... Là, on avait un discours technocratique en face. On est bien d'accord. Et on a mis fin, les ministres de la Santé d'Emmanuel Macron ont mis fin à ce numerus clausus. Agnès Buzyn, elle-même, elle n'était pas forcément convaincue. Mais bon, elle a pris cette décision. Très bien. Mais le deuxième point, c'est qu'il y a une contradiction. On ne peut pas, du coup, comme le soulignait à l'instant Frédéric Dabi, souhaiter une amélioration de notre système de santé, et par ailleurs, dans un pays aussi riche à cet égard, en tout cas qui offre ce système de santé de façon gratuite, je le disais tout à l'heure, ne pas se comporter de manière aussi civique, je dirais, que, par exemple, les citoyens de nombre de pays africains qui aujourd'hui demandent, ces pays pauvres, beaucoup plus pauvres que nous en tout cas, ne demandent qu'une chose, c'est d'avoir des vaccins, d'avoir les moyens de les acheter, d'être livrés ensuite, même parfois quand ils s'adressent à la Russie ou à la Chine, ils n'ont pas les livraisons à temps, ils en ont besoin. L'Afrique est un continent aujourd'hui qui, du fait que l'on ne l'aide pas assez à obtenir des doses de vaccins, parce que ces systèmes de santé sont moins efficaces que le nôtre, eh bien, risque d'engendrer de nouveaux variants, par exemple. Ça, c'est un point important. L'Amérique latine, la Bolivie, je peux vous dire qu'on n'a pas de souci là-bas avec la question du vaccin. On veut se vacciner de façon massive parce qu'on veut pas, on veut se développer. Et donc là, il y a une contradiction. On a un problème de riches. On se comporte quand même comme des riches un petit peu capricieux. Allez, ça réagit 0826 300 300. Qui est avec nous? Est avec nous. Bonjour. Bonjour. Ah, bon, il y a un petit... Il y a personne. Bon, ça arrive dans un instant. Allez, allô, bonjour. Une fois, deux fois. Et voilà. Allô? Oui. Qui est avec nous? 0826 300 300. Bon, écoutez, ça ne marche pas, ça marchera en fait dans un instant. Il n'y a aucun souci. Par rapport donc aux autres préoccupations des Français, ce qui ressort dans votre enquête, Frédéric Dabi, donc on l'a vu, la santé, l'éducation. C'est assez étonnant parce que quand on en parle naturellement dans des conversations avec les uns les autres, quand on évoque les questions politiques avec les responsables politiques, l'éducation n'apparaît pas comme la priorité. Oui, c'était le thème majeur du programme de François Hollande à l'élection présidentielle en 2011-2012. C'est vrai qu'en 2016, avant l'élection présidentielle, c'était le 6e thème de préoccupation des Français. Là, c'est le 2e thème. Très clairement, hein, Patrick, je pense que là aussi, le Covid a eu un effet amplificateur en termes d'inquiétude sur le devenir des enfants. Le pessimisme français est un pessimisme, non pas pour soi, mais un pessimisme de projection. Le sentiment que ces enfants vivront moins bien que soi. Et donc, tout se joue sur l'école. Il y a un surinvestissement des parents sur la question scolaire. Et il y a des véritables déceptions sur toute une série de sujets qui ont souvent été évoqués ici. C'est intéressant de voir qu'à 7 mois et demi d'une élection présidentielle, on sort du schéma classique chômage, pouvoir d'achat, sécurité, pour des enjeux extrêmement divers, santé, éducation, oui, terrorisme, délinquance, et le chômage qui est en baisse par rapport la sécurité, la lutte contre le terrorisme, c'est quand même le 2e sujet. Tout à fait. Égalité avec l'éducation. Alors, on a fait l'enquête, il y a peut-être un effet contextuel. Au lendemain de la chute de Kaboul, où maintenant les Français ont le sentiment que ce qui peut se passer à l'extérieur peut avoir un impact concret d'un point de vue terroriste chez nous. Oui. Christine Bouillot.
L'éducation, c'est vrai que, comme dit Frédéric, on a bien vu à quel point il était urgent de remettre les enfants en salle de classe, que les étudiants retrouvent une vie d'étudiants, on va dire, la plus normale possible. On voit à quel point ça a pu avoir des ravages, et puis combien on a besoin aussi peut-être d'une éducation nationale forte, avec des enseignants qui sont considérés, parce que les familles sont rentrées finalement par le télétravail et par les réunions sur écran et les cours à distance dans l'univers de l'éducation, et se sont rendus compte aussi que c'était pas si simple que ça. Non, et puis puisque vous parlez d'éducation, en fait, avec un thème qui fâche quand même en France, le salaire des enseignants. C'est vrai qu'un prof aujourd'hui c'est 1800 €. C'est ça en fait quand on démarre, quoi, et ça dure pendant un petit bout de temps. Il n'y a pas eu de revalorisation quand on regarde ce qui se fait à l'étranger, notamment en Allemagne. Les salaires sont plus élevés, quoi. Christine Bouillot. Je termine par rapport à ce que vous dites, Patrick, c'est que ça rejoint le dossier de la santé, où il y a quand même eu des réunions sur la santé avec Olivier Véran, où il était question aussi de la rémunération des soignants, des personnels, le Ségur de la santé, des aides-soignantes. Enfin, je veux dire, on regarde aujourd'hui les métiers en tension, notamment dans le domaine de la santé, c'est criant. Il y a un manque évident de personnel, mais il faut aussi se poser la question du salaire de ces personnels qui sont en première ligne et qui font des métiers qui sont aujourd'hui, je pense, dans l'urgence de revalorisation salariale, parce qu'on s'en rend compte. Alors ça, c'est un choix de société. Peut-être que la campagne électorale mettra peut-être dans les candidats, chez les candidats, on va dire des barèmes, des choses qui vont permettre de faire évoluer. Mais c'est vrai que ce sont deux sujets. Je suis pas très surprise du sondage que nous détaille Frédéric Dabi, parce que ce sont deux sujets qui ont été au cœur des préoccupations des Français. Le relèvement des salaires et du pouvoir d'achat à 60% quand même, Frédéric Dabi. Et c'est en progression par rapport à l'année. Vous imaginez, il y a 2 ans ou 3 ans en arrière, c'était la préoccupation numéro 1. Là, finalement, ça n'apparaît plus. C'est très intéressant. On sait qu'il y a un schéma classique. En période de reprise économique, le pouvoir d'achat est très haut, le chômage baisse. En période de crise économique, le chômage est très haut et on met de côté, on garde pour soi les revendications en termes de pouvoir d'achat. Là, ce qui est très original, les Français ont intériorisé, on le voit dans le baromètre Sud Radio sur le suivi de la crise sanitaire, que la crise aura des conséquences économiques très forte. Pour autant, on a un schéma différent. Le chômage est haut, mais il est en baisse et il est quasiment au coude à coude avec le pouvoir d'achat. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce thème sera peut-être au cœur de la campagne, comme il l'avait été en 2007 avec la candidature Sarkozy, et que quand on parle de relèvement des salaires, de pouvoir d'achat, ça veut peut-être dire des mouvements sociaux, des revendications avant la présidentielle, alors que traditionnellement, avant une présidentielle, on ne descend pas dans la rue, puisque la rue, ça va être la campagne électorale et le vote du mois d'avril. C'est vrai. Et on a un auditeur au standard. C'est Claude qui nous appelle de Haute-Garonne. Bonjour Claude. Bonjour Claude. Oui, bonjour, je vous appelle effectivement de la Haute-Garonne, de Rieux. Qu'est-ce que vous en pensez, Claude, quand on dit, par exemple, sur la revalorisation des salaires, là, que ce soit pour les enseignants, pour le personnel en fait de la santé, est-ce que ça devrait faire partie des priorités? Ça fait partie des priorités. Le seul problème, moi je vous ai appelé surtout par rapport à la vaccination, par rapport au pass sanitaire. Mais je peux comprendre que la rémunération soit importante. Parce que prof à 1800 € aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de vocations. Mais c'est pas nouveau que les profs soient sous-payés. Par contre, ce qui est nouveau, c'est on nous fait un peu de l'intox avec cette injection que l'on appelle un vaccin, qui aujourd'hui est efficace à 66%. Quelqu'un qui reçoit cette injection peut parfaitement être contaminé. Et ça, on le dit jamais. Mais si, on le dit partout, monsieur. On le dit partout. Et la personne est contagieuse et peut transmettre. C'est vrai, c'est vrai. On n'entend pas. Est-ce que l'on vous entend parler de temps en temps des effets secondaires qui peuvent aller jusqu'au décès de la personne? Jamais on en entend parler. 0,02%. On en a parlé, mais... radio, ni sur les chaînes de télévision, d'information ou de désinformation. Claude, nous, on parle en fait de tout. On essaie de parler vrai sur Sud Radio. Mais vous prenez le courant, il n'y a plus que la vaccination. Et attendez, mais quand j'entends Copé qui vous dit mais il comprend pas. Mais si, attendez voir, je vais vous dire ma situation. J'ai 69 ans, je ne serai pas vacciné.
et j'attends qu'on m'oblige au vaccin. Pourquoi je ne suis pas vacciné? Parce que je me documente, heureusement, en dehors des chaînes d'information, et je vois ce qui se passe. Et Claude, s'il avait été... Comment peut-on dire qu'un vaccin va nous sauver alors qu'il n'est efficace qu'à 66%? Oui, mais il évite sans doute... Moi, Claude... J'ai mon fils qui travaille dans la restauration. Il va perdre son emploi, il ne veut pas se faire vacciner. Je vais vous expliquer. Ils le font aujourd'hui 20 couverts par jour. 20 couverts par jour, on lui impose le pass sanitaire. Vous avez combien de personnes qui prennent le métro par jour? Les caissières qui sont dans des supermarchés, qui reçoivent jusqu'à 900 000 clients par jour. Ah non, mais ça, c'est complètement... Non, mais totalement. Complètement déconnant. Oui, non, mais complètement. Sur l'application du pass sanitaire, évidemment, les uns les autres, on est tous bien d'accord. Il y a des choses qui sont quand même assez surprenantes. Merci, Claude. Dans un instant, on poursuit en fait le débat avec beaucoup de questions sur la table. Oui, un petit message avant de partir de Jean-Marc qui nous dit tant qu'on y est, pourquoi ne pas faire un pass sanitaire pour tous les vaccins? J'aimerais bien savoir combien on leur rappelle à jour. Moi, je pense que ça doit faire réfléchir sur le libre choix. J'ai moi mes rappels à jour, et pour les vaccins expérimentaux, pas question. Voilà. Ah bah c'est vrai que sur les rappels à jour, il y a certains qui sont en retard. C'est obligatoire. Vous avez un accident, on vous demande à l'hôpital et on vous vaccine contre la diphtérie, le tétanos. Oui, c'est vrai, quand vous y allez. Oui, là, on vous demande pas votre totalement. Allez, on poursuit dans un instant, parce qu'il y a beaucoup de questions. Thierry Guerrier et Christine Bouillot, vous restez avec nous. Merci Frédéric Dabi pour cette enquête. Et on va s'intéresser à 11h avec... puisque la protection de l'environnement, ça n'apparaît pas dans les priorités. Il y a quand même un sujet... oui. En tout cas, pas dans les premiers. Alors, il y a un décalage entre un discours médiatique qui fait de cette préoccupation la première des Français. Elle est quand même haute, et contrairement au contexte classique de crise, elle ne s'effondre pas. Mais ce n'est pas la première, vous avez raison. Oui, et on parlera de ces zones apaisées du 30 km/h dans aujourd'hui 250 villes en France, dont Paris. Oui, alors certains pensaient que c'était pour lutter contre la pollution. Eh bien, pas du tout, parce qu'on pollue plus à 30 km/h qu'à 50, quoi. On va voir ça et on va en parler dans un instant. Et vos appels 0826 300 300, à tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Et il est 9h34, la suite des grands débats du matin avec cette thématique, la thématique de l'automobile dans les villes, des zones, finalement, des zones apaisées, comme le veut la maire de Paris, Anne Hidalgo, et puis le 30 km/h qui arrive, qui se généralise ce matin sur la plupart des rues de Paris, comme 250 villes en France. Alors voilà, c'est ça, il y a 250 villes, parfois ce sont des petites communes aussi qui sont concernées déjà depuis un petit bout de temps. Vous le rappeliez tout à l'heure, Cécile, hors micro, c'est Fontenay-aux-Roses, la première commune qui vraiment a emboîté le pas, c'était en 1997. Oui, c'est ça. Et généralisé en 2005. Voilà, c'est ça. Après, évidemment, ce 30 km/h est déjà appliqué dans des grandes villes comme Lille, Grenoble, me semble-t-il, certaines zones aussi ultra centrales. Et là, ça peut se comprendre dans des petites rues. Là, c'est vrai que c'est un petit peu étendu. On va voir ce qu'en pense Thierry Guerrier dans un instant, nos débatteurs. Mais on a en ligne avec nous Michael Ahmed, qui est chauffeur de VTC justement en Ile-de-France. Bonjour Michael. Oui, bonjour, comment allez-vous? Bien. Et vous alors, depuis ce matin, vous avez déjà roulé et appliqué ce 30 km/h ou pas? Figurez-vous que j'ai essayé de rouler à 30 km/h ce matin, tout le monde me klaxonnait. Je me disais, mais pourquoi on me klaxonne alors que, voilà, il y a une nouvelle loi qui est sortie. Alors moi, il y a un truc que je voudrais comprendre, c'est que quand on a une voiture, moi je suis en hybride et électrique, je suis en VTC à Paris en hybride et électrique. Quand on me dit que je pollue au niveau sonore, quand vous êtes en hybride et électrique, je ne sais pas si vous connaissez, mais vous ne faites pas de bruit, il n'y a pas de bruit et on ne pollue pas. Donc ça, je voudrais savoir pourquoi les 30 km/h, pourquoi ça concerne aussi les véhicules hybrides et électriques. Ce qui aurait été probablement difficile, évidemment, à appliquer, c'est qu'il y ait une reconnaissance entre les véhicules thermiques et les véhicules, parce que ça se voit pas forcément à première vue, quoi, Michael. Au flash, une fois que vous êtes flashé. Voilà, exactement. Mais vous êtes un peu les mal-aimés, les VTC, vous, hein? On est vraiment les mal-aimés, puisque justement, on est dans un secteur moi, je suis dans un secteur qui s'appelle le T3P, transport de public particulier de personnes, donc qui regroupe les taxis et les VTC, les mototaxis. Et il y a une loi aussi, une autre loi qui est sortie qu'on ne parle pas assez, c'est l'interdiction des VTC dans Paris en 2022, du 1er arrondissement au 4e arrondissement.
Donc aujourd'hui, en tant que VTC, moi j'ai passé ma formation, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir être VTC. Je travaille aujourd'hui. À Paris, il faut savoir qu'il y a du travail pour les taxis et pour les VTC. Oui, ça c'est vrai. Quand je parle beaucoup avec mes clients, ils me disent qu'ils ne comprennent pas ce truc d'interdire les VTC, alors que normalement, si on veut régulariser la circulation à Paris, désengorger justement les voitures et permettre aux gens de pouvoir se promener tranquillement, il faudrait intégrer aussi les VTC dans ce programme. L'hypercentre, dans l'hypercentre. Voilà, donc aujourd'hui, je voudrais demander à Madame Hidalgo pourquoi on est les mal-aimés, alors qu'il y a aussi, j'en ai pas parlé, mais en 2017, il y a la loi Grand Guillaume qui est sortie, qui a permis de régulariser cette profession. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de sécurité. Nous, les VTC, on travaille énormément sur le changement des flottes des voitures. Comme je vous dis, moi, je suis en hybride électrique. Donc, j'essaie de tout faire pour pouvoir être respectueux de l'environnement parisien. Oui. Alors, Mickaël, non mais ça, il y a effectivement des problèmes spécifiques liés, bien sûr, à Paris avec des interdictions pour les VTC dans les cœurs de ville. Mais si on revient quand même sur la question du jour, limité à 30 km/h. Alors, ce ne sont pas toutes les rues, parce qu'il y a des boulevards où... les grands axes sont 50. Mais sur le fond, finalement, 30 km/h dans des petites rues, là, vous êtes d'accord quand même, Mickaël, non ? Oui, pourquoi pas 30 km/h dans des petites rues, effectivement. Ça, aujourd'hui, vous savez, sur la chaussée, on partage la chaussée avec les vélos, les trottinettes électriques et les marcheurs. Donc oui, dans le fond, effectivement, il faudrait différencier selon les rues. Parce que c'est vrai que la cohabitation avec les trottinettes et les vélos, que ce soit à Paris ou dans toutes les villes un peu où ça a explosé, c'est pas toujours simple entre automobilistes et vous, chauffeurs de VTC, vous devez le vivre en fait au quotidien. En fait, avec le temps, ça s'améliore. On voit, moi qui roule énormément dans la ville, je vois que on essaie de s'adapter en fait. Chaque personne s'adapte, les vélos s'adaptent, les trottinettes aussi s'adaptent énormément. Et après, le 30 km/h, je pense que petit à petit, ça va rentrer dans les mœurs, mais il faudrait faire attention à tout ça, quoi. Oui, bon. Thierry Guerrier, sur cette mesure de 30 km/h, alors qu'on comprenne bien les choses. Vous permettez que je réponde à une question posée par Mickaël. Oui, mais il faut bien dire les choses, ce n'est pas pour lutter contre la pollution en tant que telle, le 30 km/h, puisqu'il y a eu une étude qui a été publiée d'ailleurs la semaine dernière et qui montre qu'à 30 km/h, on pollue plus qu'à 50 km/h, avec les moteurs à essence. 30 km/h, en Thierry Guerrier, La réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en vérité, c'est un cache-sexe, cette affaire des 30 km/h. La réalité, c'est qu'Anne Hidalgo, fidèle à la politique qu'elle mène via ses adjoints, David Béliard notamment, Le Vert, de vouloir chasser totalement la voiture de Paris. En réalité, vous savez, elle ferme les stations-service depuis des années. C'est très compliqué. Vous êtes taxi professionnel d'avoir de l'essence dans Paris. Bref, en vérité, la mesure qui va venir, c'est que le centre de Paris, quasiment 80% des arrondissements, tout le centre va être interdit aux voitures. Et même les riverains vont avoir énormément de difficultés. La réalité, c'est que les artisans, les livreurs, les chauffeurs de taxi, bien sûr, dans certains axes où on empiète sur la chaussée. Non, mais la réalité, c'est qu'ils ont énormément de difficultés à trouver des espaces, des emplacements. Ça va faire monter les prix. Ça fait monter les prix. Sa théorie de la ville du quart d'heure, c'est en fait une théorie... C'est quoi la théorie de la ville du quart d'heure ? C'est l'idée. Expliquez-nous. À Paris comme ailleurs. À pied, c'est Carlos Moreno qui l'a inspiré. Voilà. Et à pied, on doit tout faire en un quart d'heure, depuis son travail jusqu'à ses loisirs, en passant par la culture, et puis évidemment ses courses. Très bien, formidable. Non mais c'est formidable en soi. C'est ce qu'a essayé de réaliser Éric Piolle à Grenoble. La réalité, c'est quoi ? C'est que tous ceux qui n'ont pas les moyens de vivre dans ce centre-ville, où les loyers montent, les prix des loyers montent. 15 000 euros parfois le mètre carré. Ça, c'est pour ça monte jusqu'à 24 000 euros. Ça, c'est pour l'acquisition. Bon, mais c'est dingue quand même. Mais voilà, mais bien entendu, les gens qui n'ont pas les moyens sont obligés et vont vivre. Quel est le phénomène que ça a produit ? Mais ça le produit depuis
depuis des décennies à Amsterdam, à Bruges, toutes ces jolies villes. Le centre, ce sont les gens qui ont les moyens. Les gens les plus pauvres vont en périphérie, où ils restent, ne viennent plus en voiture le week-end, en BT. Donc, les électeurs... La réponse à la question que posait Michael tout à l'heure, mais pourquoi Anne Hidalgo nous chasse, nous, les VTC? Mais c'est parce que c'est pas son électorat. Les bobos qui ont les moyens, qui vivent dans Paris, soit parce qu'ils louent leur appartement, soit parce qu'ils l'ont acheté, eux, évidemment, apprécient la fin du côté tentaculaire de la voiture. Il existe, il est réel. Il fallait engendrer une politique qui permette d'apaiser, ça c'est cette formule, mais en fait, ça apaise pas parce que ça rejette toute une partie de la population en périphérie, et c'est le contraire d'une mesure sociale. La réalité, c'est qu'il fallait essayer de le penser au niveau de la région Île-de-France, du Grand Paris, pour qu'on ait une fluidité plus grande et qu'on n'ait pas de rejet. Sans compter toutes les voitures qui sont un peu vieillissantes et qui ne pourront pas plus du tout rentrer. C'est injustice sociale complète. Oui, et c'est vrai, donc à Paris, on en parle puisque c'est l'entrée en application aujourd'hui, bien sûr, mais c'est vrai dans toutes les villes de France, où il y a ces débats autour des zones à 30 km/h, à moins de 50, etc. Et la traque aux automobiles. Ce qui peut se comprendre, moi je suis en fait à 100% d'accord dans les petites rues où c'est 20 ou 30 km/h, bien sûr. En revanche, sur des grands axes, pour fluidifier, évidemment, il faut que ça aille un tout petit peu plus vite. Est-ce que ça ne va pas faire augmenter le montant, en tout cas, des courses des taxis, puisqu'ils seront prioritaires un peu partout? Les vrais taxis. Les taxis parisiens. Pas les VTC qui nous écoutent. On les salue d'ailleurs au passage. Merci en tout cas à Michael. Bon courage à vous. Merci Thierry Guerrier, Christine Bouillot et Frédéric Dabi pour les grands débats du matin. Notre nouveau rendez-vous, avant de retrouver Valérie Exper et André Berkoff tout à l'heure, bien sûr. Notre nouveau rendez-vous dans un instant, Cécile, la France à vos côtés.